Il est toujours le premier à arriver, et souvent le dernier à partir, quand la scène est encore vide, quand le sang a séché, quand il ne reste plus que le silence et les corps, c'est à lui d'entrer. Son nom, c'est Gilles Rex. Ancien policier scientifique, pendant plus de 30 ans, il a travaillé sur les pires scènes de crimes de France. Les attentats de Paris, le Bataclan, Charlie Hebdo, le crash de l'avion Germanwings, le tsunami en Thaïlande. Partout où il y avait des morts, il fallait quelqu'un pour comprendre. Son métier, c'était de faire parler les scènes de crime, de lire ce que les autres ne voient plus. Un détail, une trace, une empreinte, et tout peut basculer. Mais comment on garde la tête froide au milieu de tout ce sang et des corps? Comment on dort après avoir vu tout ça? Et surtout, jusqu'où peut aller un être humain pour chercher la vérité? Des attentats, des catastrophes naturelles, il a vu ce que la mort fait au corps et ce que l'horreur fait aux vivants. Ce soir, en exclusivité pour StoryCube, il ouvre ses dossiers les plus marquants. Les enquêtes, les images, les odeurs, les moments qu'on ne raconte jamais. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et préparez-vous à plonger dans un métier où chaque détail compte et où la vérité, elle, se cache parmi les morts. Bienvenue dans un nouvel épisode de StoryCube spécial True Crime. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, on accueille Gilles Rex, un ancien policier scientifique. Pendant des années, il a travaillé sur les scènes de crime les plus marquantes de France, meurtres, attentats, catastrophes, enquêtes impossibles. Son rôle, c'était d'identifier les corps, analyser chaque détail, chaque trace, chaque empreinte pour comprendre ce qui s'est passé et apporter le plus d'infos possible. Il a également fait partie de l'unité chargée d'identifier les victimes des catastrophes, là où le travail est aussi humain que technique. Gilles, bienvenue dans StoryCube, c'est un plaisir de t'avoir ici, comment tu vas? Merci Noah, merci de m'inviter. Gilles, t'as écrit un livre récemment, Parmi les morts, je crois, c'est ça? C'est ça. Qui parle de quoi, globalement? Les techniques d'identification de victimes de catastrophes, parce que en tant que technicien de scène de crime, ce que j'ai été pendant très longtemps, quand on va sur des scènes, on a 1, 2, 3 corps, c'est assez classique, assez simple si j'ose dire. En revanche, identifier des victimes en masse, comme lors d'un crash d'avion, d'un tsunami ou d'attentats parisiens, comme on a connu, là c'est une autre paire de manches et il y a des protocoles très précis. Et donc j'avais proposé ça à Jacques Dallest et puis voilà, ça s'est fait, ce livre s'est fait. Hyper intéressant. C'est quoi les différents états que tu as pu rencontrer, enfin, quand tu vois des cadavres, c'est quoi un peu les différents états que tu peux rencontrer? Est-ce que tu as déjà rencontré un cadavre complètement je peux décomposer? C'est quoi un peu les... Bien sûr, ouais. Alors déjà, ça dépend s'il est en intérieur ou en extérieur. Moi, j'en ai eu de toutes sortes. Évidemment, quand on a un cadavre frais, par exemple, parce que la mort vient d'avoir lieu, donc là, il n'y a pas de problème particulier. Mais j'avais eu aussi le cas d'une mamie qui était morte depuis plusieurs années, elle était chez elle, et elle était allongée sur un petit lit picot, alors qu'il y avait son lit normal dans la chambre, elle avait un petit lit à côté, un petit lit de con, là. Elle était morte là, elle était complètement parcheminée. Elle était comme un pharaon, là, tu vois, avec la peau sur les os. Et personne ne s'occupait parce qu'elle était seule, elle n'avait pas de famille, pas d'entourage. Le courrier était posé, une fois que la boîte était pleine, on lui mettait sous la boîte, sous la porte. Et donc voilà quoi. Comment c'est arrivé qu'on finisse par aller chercher chez elle? À un moment, les charges ne sont plus payées, ou alors les syndics s'inquiètent. À un moment, tu vois, à force de relancer les gens, ils se demandent ce qui se passe. Elle, pour ça, c'était ça. Mais les gens peuvent s'inquiéter aussi. J'ai eu un autre cas aussi où c'était justement le gardien d'un immeuble qui remplaçait la gardienne titulaire parce qu'elle était partie en vacances chez elle pendant l'été. Ouais. Donc c'est lui qui faisait le remplacement pendant un été. Il avait été tué par le copain de la gardienne titulaire qui avait profité qu'elle ne soit plus là et que ce nouveau gars dépose les courriers, parce qu'il rentrait dans les appartements, il avait les clés, il rentrait dans les appartements pour aller déposer les courriers sur les tables. Et c'était un superbe appartement où il y avait des tableaux de maîtres au mur, de très grande valeur. Il avait tué ce nouveau gardien sur le lit dans la chambre des propriétaires, là, et il avait décollé des tableaux, il les avait pris pour les revendre à des resellers en fait. Et le corps était resté là plusieurs jours, c'était l'été. Et là, pour le coup, les odeurs qui se dégagent d'un corps en putréfaction sont souvent très très fortes. Et là, les voisins du dessous avaient appelé les pompiers en disant « il y a quelque chose qui se passe ».
Et c'est les pompiers en entrant pour porter secours aux personnes qui étaient là qui ont découvert le corps. Ouais. Vous prenez des précautions particulières quand il y a des cadavres comme ça Bien sûr, déjà, souvent c'est toutes ces morts suspectes ou comme ça, donc nous on prend des précautions d'usage, c'est-à-dire des protections individuelles qu'on a, hein, bien sûr. Si c'est possible. Des tenues blanches avec les capuches, les gants, les masques, les surchaussures. De manière à ne pas polluer aussi la scène sur laquelle on arrive. C'est pas du tout comme dans les films où ils arrivent. Dans les films, souvent, ils ont rien. Ils arrivent, ils regardent. Ah non, les trucs. Dans la vraie vie, ouais. Oui, dans les films, ils ont rien parce que cinématographiquement, il faut reconnaître. Il faut reconnaître la vedette. Dans la vraie vie, en fait, on ne reconnaît pas. Quand vous... Ah non. Dans la vraie vie, quand on est sur des scènes de crime importantes ou comme sur les attentats parisiens ou quoi, on met nos prénoms ou notre service dans le dos avec un gros feutre. Ah putain. Parce que tout le monde est blanc là. Tu vois, mais quand t'en as 3. Alors, quand tu es dans une équipe normalement constituée, tu sais qui est qui. Quand tu sors à 3, tout le monde se connaît, on fait partie du même service. Mais quand il y a des dizaines de personnes sur des scènes de crime immenses, de différents services qu'on ne connaît pas non plus, donc là, tout le monde met son prénom et son service dans le dos avec des gros feutres pour pouvoir savoir où est le photographe, où est le préleveur, ah ben lui c'est du service enquêteur, etc. Tu vois. T'as déjà eu des scènes de crime sur des choses comme ça, ou juste des gens qui... Alors, sur les oui, sur les c'est souvent. On a eu des défenestrations. Une fois, quelqu'un qui s'est jeté du haut de la tour Montparnasse, sur le parvis. Elle est immense, cette tour. Ah ben, c'est immense, ouais. Ah ben là, je peux dire que voilà, quoi. Quand t'arrives au sol, il n'y a plus rien, oui. Alors si, il était entier comme ça, il n'était pas disloqué. Le corps était resté entier, mais complètement embouilli. Ouais. Embouilli, complètement embouilli. On a eu quelqu'un pareil qui s'est jeté d'une grue, qui était monté sur une grue, tu vois, d'un chantier, qui s'est jeté. Des gens qui se avec des armes qu'ils ont chez eux, par pendaison, voilà, donc... Même en France, ces gens qui ont des armes, ou... Oui. Là, le grand-père dont je parle et dont je me souviens, c'est un papy qui avait une arme de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a eu la plus grande difficulté d'ailleurs à mettre en sécurité parce qu'on ne la connaissait pas et on ne l'avait pas eu. Donc tu sais pas où est le truc de sécurité, etc. Il s'était avec sa femme était décédée quelque temps avant, lui il était tout seul, pas bien, etc. Et donc voilà, il en a fini, il a mis fin à ses jours, comme ça. T'as vu des fois d'autres armes ou des trucs comme ça? Mais des armes, oui, parce qu'il y a des chasseurs. Tu sais, et puis t'as des armes qui sont autorisées pour ceux qui font du tir sportif ou du tir en club. Donc ils ont l'autorisation de transporter, d'avoir des armes chez eux, quoi. C'est quoi généralement le cas que tu vois le plus quand t'as quelqu'un qui saute la vie? Est-ce que c'est juste par pendaison? Est-ce que c'est... Ouais, la pendaison, c'est ça. Ou la noyade aussi, quoi. Des gens qui se jettent dans la Seine aussi, ça arrive. Hein. Ok. Ouais. Et puis il y a aussi il faut faire attention parce que tu peux avoir retrouvé quelqu'un et tu peux penser a priori qu'il peut s'agir d'un suicide. C'est un crime déguisé en suicide. Ça, c'était déjà arrivé de des trucs comme ça? Alors ouais, une fois j'ai eu ça. Une femme qui est découverte dans sa salle de bain. On a eu de la chance, c'est comme ça que ça se passe. Elle est découverte nue dans sa salle de bain. On peut penser qu'elle a pris un bain et qu'elle est décédée comme ça, quoi. Mais elle est assez jeune. On fait toutes les recherches, on voit au visuel. Des fois, tu peux avoir des traces d'étranglement, de strangulation, parce que tu as des traces rouges. Là, ça va t'inquiéter, ça va te mettre la puce à l'oreille. Ou alors, tu trouves des traces de balles ou de coups, de couteaux, etc. Mais là, il n'y avait rien du tout. On n'a rien vu de particulier. Et moi, je ne pensais pas que cette personne, je pensais plutôt comme ça à une mort naturelle ou quelque chose qui lui était arrivé. Et mes collègues, eux, penchaient plutôt pour l'affaire criminelle. Ok, ouais. Pourquoi il y avait un truc qui leur faisait... Non, parce que ils avaient un doute, ils avaient comme un feeling comme ça. Et le lendemain, lors de l'autopsie, le médecin légiste a déterminé qu'elle avait été étranglée. Parce qu'on a un petit os au niveau de la trachée, là, qui s'appelle l'osioïde, et qui est fracturé. Et il ne peut être fracturé. Toi, tu tentes de t'étrangler, tu ne pourras jamais te casser l'os. Ouais. Il faut quand même que ce soit quelqu'un qui le fasse. Et donc, si cet os est fracturé, c'est automatiquement dû à un étranglement. Et c'est ce qui a été déterminé le lendemain, et donc c'est eux qui avaient raison, quoi. Et finalement, on sait que c'était quoi, en allemand, c'était... Ouais, voilà, ça a tourné comme ça a duré, c'est une affaire qui a duré très très longtemps, et ouais. Tu parles également dans ton livre de Charlie Hebdo, peut-être. Déjà, je pense que la plupart des gens savent ce qui s'est passé, mais peut-être qu'on peut avoir un petit récap un peu de ce qui s'était réellement passé à ce moment-là. C'était quoi le... Alors, Charlie Hebdo, c'est les premiers attentats. Ça date c'est un mercredi, c'est le 7 janvier 2015. Et là, c'est la première série d'attentats qu'on va avoir
à Paris. C'est l'attaque par 2 frères de la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo. Ils vont entrer, chercher les locaux de Charlie Hebdo, parce que c'est pas visible, hein, c'est pas identifiable, les locaux comme ça. Ils vont entrer, chercher, ils vont monter à un étage qui n'est pas le bon, et en redescendant, ils vont tomber sur la dessinatrice Coco. Et c'est elle, contraint et forcé, hein, parce qu'ils sont armés de Kalachnikov. Elle va ouvrir la porte, le code, etc. Et là, ils vont entrer. Et comme il y a une salle de rédaction en cours, ils vont assassiner les gens qui sont là, quoi, en fait. Et donc ils tirent ça. Ils tirent dans la salle de rédaction, ils les assassinent, ils les abattent avec leur Kalachnikov, quoi. La fille qui les a guidés à cet endroit aussi. Ouais. Non, la fille, elle est vivante, elle est toujours là, parmi nous, heureusement. Voilà, quoi. Il y a eu des blessés aussi qui s'en sont sortis. Un informaticien qui travaillait dans un bureau aussi en arrivant, là. Et donc, ça, c'est terrible. Mais ils avaient aussi tué, avant de monter dans les étages, ils avaient tué un technicien de maintenance qui était au rez-de-chaussée, en train de travailler dans un local. Et quand ils ressortent, ils vont être pris en chasse. Il y a des collègues îlotiers à vélo qui ont entendu, qui ont vu le truc et qui se présentent par là. Quand ils ressortent, ils arrosent à Kalachnikov l'entourage des locaux. Ils vont reprendre leur voiture et partir sur le boulevard Richard Lenoir. Et là, les collègues vont les prendre en chasse. Ils vont traverser le square sur le boulevard Richard Lenoir. Ils vont se retrouver face à eux. Et un collègue qui va se trouver là va être abattu par les 2 frangins, quoi. Et ça commence comme ça. Toi, tu le connaissais cette personne? Oui. Non, je ne connaissais pas. Non. Et donc, ils vont partir. Et un 3e individu va, de son côté, dès le lendemain, faire un attentat aussi, va tuer une policière municipale à Montrouge, Clarissa Jean-Philippe, et va abandonner sur place des éléments, dont une cagoule. Il va pouvoir être identifié grâce à l'ADN comme ça. Alors que les 2 frangins de Charlie Hebdo, là, eux, avaient abandonné leur voiture qu'ils avaient en plafonné rue de Meaux, c'était. Et à l'intérieur de la voiture, on a trouvé leur ADN, c'était la leur en plus, carte d'identité, etc. Donc, et ces 3-là se connaissent en fait. Ok. Pendant que les 2 frères partent et font leur périple à l'extérieur et ils sont pris en chasse, évidemment celui qui a fait aussi le crime de Montrouge. Et le vendredi, 2 jours après, donc il va y avoir pareil un assaut final. Le terroriste de Montrouge va rentrer à l'hypercachère où il va faire 4 morts aussi, quoi, et prendre en otage des gens. Et les 2 frangins vont se retrouver dans une imprimerie à Dammartin-en-Goël et ils vont être pris en charge par le GIGN qui va les neutraliser, hein. Et celui de l'hypercachère va être neutralisé par le RAID qui va donner l'assaut aussi. L'hypercachère, c'est quoi? Hypercachère, c'est un magasin qui vend des produits cachère en fait, hein, voilà. Vous êtes mobilisé? On est mobilisé tout le temps puisqu'on va sur les scènes de crime à l'origine, hein, puisque là on a une série de scènes de crime le mercredi, le jeudi et le vendredi, donc on est mobilisé à chaque fois. Et à l'assaut final, on attend, comme on fait d'habitude, que l'assaut final soit donné, que tout soit sécurisé pour pouvoir intervenir et déployer nos équipes sur les différentes scènes de crime, quoi. Et là, pareil, on va faire les plans, les photos, les vidéos, les prélèvements pour identifier tout le monde. Comment ça se passe à Charlie Hebdo d'abord? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous retrouvez? Alors à Charlie Hebdo, quand on arrive, c'est une scène de chaos totale, hein, c'est une salle qui est un peu plus grande que le studio, là, peut-être, mais où tu as tous les corps qui sont enchevêtrés, qui sont défigurés. Moi, je n'arrive pas à les reconnaître, alors que normalement, ce sont des personnalités du monde du journalisme ou des dessinateurs qu'on connaît bien. Et voilà, quoi. Donc, il y a un survivant, il y a des survivants dans la pièce ou qui ont... Oui, il y a des survivants qui vont donner leur position et qui vont aider les enquêteurs à pouvoir les identifier, quoi. Et après, évidemment, ils vont être identifiés à l'Institut médico-légal, évidemment. Mais c'est une scène, une scène terrible. Ça, on n'a pas l'habitude. C'est une scène de massacre, là. C'est pas un crime comme on pourrait penser. Ah bah oui, le crime de jalousie, d'intérêt, etc. Non, c'est une scène de massacre due à l'idéologie de terroristes qui viennent pour ça, quoi. Ouais. Quand vous arrivez sur des scènes comme ça, c'est quoi ce que vous prenez en photo? C'est les endroits où ils sont blessés, c'est tout? Alors, on fait tout. En fait, il y a un protocole de base, hein, que ce soit pour une scène classique ou pour une scène comme celle-là, c'est on arrive, on fixe les lieux, hein, on met des protocoles en place, on fixe les lieux, on détermine les zones qu'on va investiguer.
les gens s'équipent pour ne pas polluer la scène, c'est-à-dire pour ne pas ramener de l'extérieur des choses qui vont venir polluer, ramener de l'ADN, des poils, des chewing-gums sur lesquels on aurait marché. Ça suffit largement comme ça ici, hein, ça va être assez compliqué comme ça sans en amener de l'extérieur. Et après, on va commencer à fixer les lieux comme on les a trouvés avec des photos, des films, des panoramiques 3D ou alors maintenant des scans de la pièce. Hein. Et tout ça va être monté après avec des logiciels spécifiques qui vont faire comme on va se retrouver comme dans un jeu vidéo, tu sais, où tu peux passer d'une pièce à l'autre, zoomer, regarder au sol, etc. Ça te donne les dimensions, les tailles des objets, etc. C'est très bien fait. Et puis après, il va y avoir tous les prélèvements, quoi. Tous les prélèvements biologiques, les traces papillaires, donc les empreintes qu'on peut trouver, les objets qu'il va falloir ramener au service, parce qu'il y a des objets sur lesquels on ne peut pas faire de recherche de traces avec nos poudres et nos pinceaux, comme on voit souvent dans les films. Il va falloir ramener certains objets, tout ce qui est armement ou des morceaux de plastique et tout, pour faire des analyses physico-chimiques dans nos laboratoires. Ok, ouais. Vous pouvez pas juste récupérer comme ça. Non, on peut pas, parce que les techniques sont pas adaptées. Il faut il y a des techniques chimiques à employer dans des Sorbonnes, dans des lieux confinés, etc. Dans les séries, souvent on voit des gens, c'est stupide, mais Ouais. des fois ils prennent une lampe de poche comme ça bleue. Alors ça, évidemment, ça existe. Hein. On a la première phase d'investigation, c'est aussi avec des lumières pour pouvoir déterminer au sol, parce que là, par exemple, tout est propre, tout est blanc, on voit rien. Mais si on met la pièce dans le noir et qu'on éclaire avec différentes longueurs d'onde le sol, on va voir les poils, des fibres, des traces de pas, etc. Et donc ça permet après de les mesurer, de les photographier, de les prélever, de les conditionner et de les envoyer après dans les laboratoires, quoi. Donc ça c'est pas que dans les films comme ça. Non, c'est vrai. Ce sont des crimscopes ou des crimlights qui ont différentes longueurs d'onde. Par exemple, ces différentes longueurs d'onde vont pouvoir, donc, comme je te disais, dans des lumières blanches qui vont faire apparaître des traces de pas ou des fibres ou des poils. Mais d'autres longueurs d'onde vont pouvoir éclairer sur des tissus et faire apparaître des traces de sperme parce qu'ils les fluorescent à certaines longueurs d'onde. Ou alors, dans du gravier blanc, par exemple, dans un passage, il n'y a que du gravier blanc, on ne voit rien du tout. Mais avec ces longueurs d'onde, il va y avoir des cailloux qui vont être beaucoup plus clairs et beaucoup plus fluorescents que d'autres. Et quand tu vas les prendre, ce n'est pas des cailloux, mais c'est des ossements. Les os aussi vont fluorescer et vont se détacher des cailloux, par exemple. Ça t'est déjà arrivé de découvrir des trucs comme ça, je pense, des traces? Bien sûr, on les fait systématiquement. Oui, bien sûr, oui. Et aussi, par exemple, on peut trouver des traces de sang effacées. C'est-à-dire qu'avec du luminol, hein, c'est-à-dire que c'est un spray, du Blue Star, on appelle ça du Blue Star. On va, pareil, faire baisser la lumière, l'intensité de la lumière. Et quand on va projeter sur des zones qui sont propres en apparence, eh bien on va avoir des zones bleutées, un peu comme dans le studio, là, tu vois. Il va y avoir une fluorescence bleutée de traces, par exemple. Et donc, on va voir qu'il y a une trace effacée qui se trouvait à cet endroit-là. Et donc, ça va permettre, avec un écouvillon, de prendre un échantillon de cette zone-là, de déterminer qu'il s'agit bien de sang, et une fois qu'on a déterminé qu'il s'agit bien de sang humain et pas animal, hein, parce que nous, il n'y a que le sang humain qui nous intéresse, de chercher l'ADN dans ce sang-là. Ça vous est déjà arrivé de faire des découvertes avec ça, ou je sais pas, de retracer un... Oui, bien sûr, ouais, des traces de corps qui ont été déplacés dans un couloir, qui avaient été tués dans un endroit et qu'on avait retrouvé là-bas. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas été tué là-bas, on ne comprenait pas pourquoi. Et en faisant ces recherches, on a vu qu'il avait été tué. Oui, bah oui. C'est dingue. C'est dingue. Il y a d'autres techniques comme ça que vous employez, ou est-ce que, par exemple, pour retrouver les empreintes digitales, ça marche vraiment? Tu peux vraiment trouver parfois dans les films, ils mettent des trucs de main, puis après ils arrivent à retrouver les empreintes comme ça avec ce... Oui, alors les empreintes digitales, c'est assez simple. Hein. C'est une technique qui existe depuis 1892. Hein, donc, ça fait 130 ans maintenant. Donc, il y a des poudres. En fait, les empreintes digitales, qu'est-ce que c'est? C'est un dessin qu'on a au bout des doigts ou à l'intérieur des paumes, et même sous la plante des pieds. On a ici ces dessins-là. Et quand on va toucher quelque chose, un objet, sur les crêtes de nos doigts qui forment le dessin, il y a des micropores qui laissent en permanence passer de la transpiration, des micro-gouttelettes d'eau qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et quand on laisse nos doigts, on laisse tout un dessin fait de micro-gouttelettes de transpiration et de graisse et d'eau, en fait. Et donc, de quoi s'agit-il? Pour retrouver une empreinte digitale, il s'agit de la mettre en couleur. Okay. Et pour la mettre en couleur, on a des poudres qui vont mettre cette
poudre sur les micro-gouttelettes d'eau et qui vont faire apparaître le dessin. Et en fonction du support, si c'est des supports clairs, on va utiliser des poudres foncées. Si c'est des supports foncés, on va utiliser des poudres claires. Et on en a de toutes les couleurs, des roses, des jaunes, des vertes, en fonction de ce qu'on veut rechercher, quoi. Faut mettre sa main longtemps sur un truc pour avoir l'empreinte. Si tu fais par exemple juste comme ça, là par exemple là il y a mon empreinte de... Alors là non, il va peut-être pas y avoir, parce que là tu l'as frotté comme ça, le dessin va pas être propre. En revanche, tu as sûrement laissé quelques cellules de ta peau. Oui. Et si on fait ce qu'on appelle aujourd'hui une trace de contact avec un écouvillon, parce qu'on t'a vu faire, il y a une caméra qui t'a prise et tout, et on a retrouvé ta chaussure après ici, tu vois, t'es parti sans ta chaussure est là, mais on a vu que tu avais frotté ta chaussure. Sur cette zone-là, on va chercher s'il y a la trace d'empreinte, on va pas la trouver, mais on va voir qu'il y a une trace glissée. Ouais. Et là, on va faire avec un écouvillon la trace de contact pour pouvoir rechercher quelques cellules que tu aurais laissées, vraisemblablement, hein, tu l'as pas senti, mais tu as laissé des cellules de ta peau. Ok, ouais. Et dans ces cellules, on va retrouver ton ADN. Ok, ça marche. Donc en fait, tu peux, même avec des micro-contacts, on peut quand même retrouver des... Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est un procédé qui est long, vous faites que de temps en temps, ou vous faites systématiquement ou Ah non, on fait non, sur les scènes de crime, sur les scènes très très importantes, évidemment, tout ça c'est pratiqué de manière classique, hein, et régulière. Hein, ouais. Et sur les scènes de crime, ça va durer des heures et des heures de recherche avec les services enquêteurs. Il va y avoir des dizaines, voire des centaines de scellés qui vont être faits et qui vont être prélevés, quoi. Okay. En fait, parce qu'on se dit que quand on arrive sur la scène de crime, on ne sait pas exactement ce qu'on recherche. Enfin, on a compris l'histoire, on a vu qu'il y avait un mort ou deux, et on sait qu'il y a un auteur qui est en fuite, par où est-il passé, etc. On essaie de comprendre ça, un minimum. Mais après, tout ce qu'on va prélever, tout ce qu'on va voir, des traces des cheveux, des fibres, des traces d'empreintes ou des objets et tout ça, on ne sait pas si ça va être utile à l'enquête ou pas. Ouais. Mais si on les laisse là, ça va disparaître, ça va se périmer. Donc, parce que ça reste pas longtemps, j'imagine. On prend tout ce qu'on peut dès le début, et en fonction de la pertinence et de l'avancée de l'enquête, en fonction des gens qui vont être auditionnés, des témoignages, des gens de l'entourage, des copains, de la famille, du milieu professionnel, d'une personne qui serait soupçonnée, par exemple, en fonction de ça, on va faire analyser telle et telle chose pour savoir si c'est intéressant ou pas, quoi. C'est déjà retrouvé genre je sais pas moi, l'arme du crime grâce à ça, ou des armes? Oui, bien sûr, bien sûr, évidemment, ouais. C'est dingue. Donc tu fais quoi? Tu retrouves les empreintes sur les couteaux, un truc comme ça? Oui, tu retrouves des empreintes sur des couteaux, et de l'ADN sur des couteaux, et du sang de la victime aussi sur des couteaux, alors que quelqu'un se balade avec un couteau sur lui, sauf que il a beau dire « Ah bah non, j'étais à la chasse et tout », bah non, oui, mais ça, ce sang-là correspond à une caméra. Il a essuyé le sang, en fait, on peut quand même... Oui, bien sûr, avec la technique de ce Blue Star et tout, on peut essayer de le retrouver. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure de traces de sperme que tu peux retrouver sur des vêtements, ça pareil aussi, tu peux retrouver sur les vêtements. Si quelqu'un dira dans une voiture, et là, donc on va prélever une partie du drap, de la housse de la voiture, ou s'il s'agit, voilà, et le faire analyser en laboratoire, quoi. C'est les laboratoires qui vont extraire cette substance physiologique, en fait, du support dans lequel elle est incrustée, et après l'analyser pour retrouver l'ADN. C'est déjà arrivé que, je sais pas, on ait quelqu'un qui soit accusé, qui dise non, moi j'ai rien fait, mais finalement tu retrouves en fait ces traces-là pour... Alors, on peut retrouver des traces papillaires ou des traces d'ADN de quelqu'un sur les lieux d'un crime sans que ce soit lui qui soit l'auteur aussi. Ah oui, ok. Ah oui, il y a toute la partie enquête aussi de la brigade criminelle qui va jouer aussi. Il va falloir, parce que tu peux dire, ah bah oui, mais moi, aujourd'hui on a trouvé ton meilleur copain, il est mort chez lui, quoi, et on a retrouvé tes empreintes, et puis t'as bu un verre avec lui, et tu vas dire, bah non, mais hier soir je suis passé, j'ai bu un coup avec mon pote, et je suis pas resté, je sais pas ce qui s'est passé la nuit. Ouais. Vous le retrouvez mort ce matin, mais c'est pas moi. Et c'est vrai, tu vois, quoi. Ouais. Et donc, c'est pas parce qu'on a retrouvé tes traces et tes empreintes sur les lieux que ça appartient à l'auteur. Tout à fait. Il va falloir le déterminer avec des caméras de surveillance, de la téléphonie, il y a toute la partie enquête. Il va falloir bien sûr que tu justifies de ton emploi du temps, de ce que tu as fait, etc. Mais, ouais, c'est pas parce que, voilà. Ça arrive souvent qu'il y a je sais pas, qu'il y a un meurtre et en fait vous ne trouvez pas la personne qui l'a fait parce qu'il y a peut-être quelqu'un, mais en fait vous n'avez pas vraiment suffisamment de preuves pour l'arrêter. Alors, ça arrive, bien sûr que ça arrive. Donc c'est ce qu'on appelle les cold cases, hein, encore, mais très peu. Sur Paris, la région parisienne, même des statistiques françaises, mais à Paris, moi c'est ce que je connais de mieux, il y a, disons, 8 affaires sur
10 qui sont résolus immédiatement, dans les premières heures ou les premiers jours. Parce que c'est toujours... le crime, ça se passe pas. Le crime, à part chez les scénaristes, hein, dont tu parlais tout à l'heure, c'est pas si sophistiqué que ça quand même, hein, quoi. C'est des crimes d'impulsion, voilà, tu me donnes de l'argent, tu m'as pas rendu, ça fait 6 fois que je te le demande, là je suis un peu chaud et tout, je te donne un coup de poing, t'es mort, ah ben voilà quoi. J'aurais pas dû le faire, mais si tu veux, c'était pas prémédité quoi. Je savais pas avant d'arriver que ça allait se terminer comme ça. La plupart des fois, Ouais, mais c'est ça, c'est des disputes, c'est des coups de sang, c'est des accrochages dans la rue de voitures, tu vois bien. Donc c'est idiot quoi, mais le problème c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui est mort, mais voilà. En revanche, quelqu'un qui va préméditer son affaire et qui va essayer de construire ça pour bien le faire, pour pas laisser ses traces et tout ça, c'est ultra rare. En revanche, il en existe quand même des gens, des affaires qui vont durer des mois, voire des années. Il en existe quelques-unes, oui, c'est vrai, quoi. Et voilà, c'est ce qui emploie tout un tas de personnel comme ça et de sections spécifiques à ces recherches. Ça arrive quelquefois que vous retrouvez, genre, des années plus tard, l'ADN correspondant ou Ouais, bien sûr, parce que faire un truc plus tard. Imagine, t'as fait un truc, ça fait longtemps que quelqu'un, je dis toi, je te prends pas. Non, je me rends. Non, mais imagine, quelqu'un a fait, ça fait des semaines et des mois qu'il commet des crimes ou des actes et tout, mais il a jamais été signalisé. C'est-à-dire que signalisé, c'est très important. Il n'a jamais été interpellé, jamais placé en garde à vue. Aujourd'hui, tous les gens qui sont placés en garde à vue dans le cadre d'une affaire de crime ou de délit sont signalisés. On leur relève leurs empreintes des doigts, des paumes et leur ADN, plus une photo, face, profil, un signalement descriptif de leur personne, etc. Et donc là, on rentre ça dans le fichier de l'ADN et dans le fichier des empreintes digitales. C'est un fichier national. Mais quelqu'un qui commet un crime et qui n'a jamais été signalisé, on a beau présenter tout ce qu'on retrouve sur ces scènes de crime par où il est passé, on va présenter les traces qu'on retrouve sur les scènes de crime au fichier, mais on va pas le connaître puisqu'il n'est jamais rentré dedans. On l'a jamais interpellé pour rien du tout. Mais les traces qu'on retrouve sur les scènes de crime concernant ces traces papillaires ou son ADN vont être rentrées au fichier. Les fichiers vont nous dire non, c'est négatif, on n'a personne qui correspond à ça. Mais elles vont être gardées dans des traces qu'on appelle non résolues, dans une base de traces non résolues. Et un jour, un beau jour, t'es un peu moins attentif, tu vas boire un coup avec tes copains, tu rentres au volant de ta voiture, t'es un peu chaud, hop, délit, c'est un délit, état d'ivresse, vous conduisez en état d'ivresse. Commissariat, on va vous signaliser, on prend tes empreintes et ton ADN, et là ta fiche, t'es signalisé pour la première fois, va rentrer dans les fichiers de l'ADN et des empreintes, et là on va nous dire ah ben là on a des traces qui correspondent à ce gars-là qu'on avait retrouvé il y a 2 mois, 3 mois sur une scène de crime, machin. Exactement. Et c'est comme ça que les gens se font interpeller plusieurs fois alors qu'ils sont pas forcément connus dans la base au début. Putain, c'est ouf. Et les grandes, la base de données par exemple de l'IS, vous avez... Les empreintes digitales du fichier actuel national, je crois que ça doit tourner autour de 6 700 000 individus. Donc avec 10 doigts, donc 67 millions d'images à peu près, quoi, tu vois. Donc la base est puissante, informatique. Et l'ADN, c'est un peu moins, ça dépasse les 5 millions, mais c'est un peu moins parce que le fichier d'ADN a commencé plus tard. En 98, alors que le fichier des empreintes digitales, lui, était depuis 1994, il était vraiment efficace. Et dans l'eau, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore été retrouvés. Genre, par exemple, ils ont été prélevés dans une scène de crime, mais on n'a pas encore le gars. Je sais pas l'impression qu'on a là. Eh ben alors sur les traces non résolues qu'on a, il y a, oui, ça doit tourner autour de 230 000 traces non résolues. Incroyable. Tu parles notamment d'un crash d'avion, le crash de l'avion Germanwings 2015. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On croit que c'est un avion qui s'écrase en plein cœur des Alpes, c'est un truc comme ça, non? Déjà pour nous, 2015, dans mon service, c'est une année charnière, c'est une année extraordinaire qu'on n'a jamais connue, puisqu'on a eu toute la série des attentats depuis janvier. Au mois de mars, on a eu ce crash d'avion dans les Alpes du Sud. Et au mois de novembre, le 13 novembre, bien sûr, au soir, il y a eu les attentats parisiens qu'on connaît. On reviendra vraisemblablement sur tous les attentats de l'année. Mais pour ce mois de mars 2015, nous sommes 7 de mon service, de ce qu'on appelle le service d'identité judiciaire de Paris. Et donc nous sommes 7 de mon service à nous rendre sur ce crash de la Germanwings parce que nous faisons partie d'une cellule nationale d'identification des victimes de catastrophes. Cette cellule nationale est dirigée pour la police par le service central et sous leur égide, sous leur contrôle, nous nous rendons sur le crash de la Germanwings. Sur place aussi, nous trouvons des gendarmes qui font partie, eux, de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, l'IRCGN, qui est basé aujourd'hui à Cergy-Pontoise. Et cette cellule nationale, donc d'identification de victimes, est donc composée pour la moitié de policiers et pour la moitié de gendarmes. Et ces gens-là, qui ne travaillent pas ensemble tout au long de l'année sur leurs différentes missions, se réunissent
en cas d'événement majeur. Par exemple, aussi pour le tsunami en 2004, on était ensemble avec eux, quoi. Et là, donc, nous nous rendons sur les lieux là-bas, ce crash de la Germanwings. Ça ressemble à quoi quand vous arrivez là-bas? On l'a su quelques jours après, mais c'est le copilote qui est dépressif et qui précipite l'avion contre la montagne, quoi, hein. C'est un vol entre Barcelone et Düsseldorf, et arrivé sur les Alpes françaises, il précipite son avion, 150 morts. Quand on arrive, il y a plusieurs étapes, plusieurs choses à faire, mais pour ceux qui vont aller en montagne, eh bien, ils ne retrouvent pas grand-chose. L'avion est pulvérisé, tu comprends bien qu'un avion qui rentre en contact avec une montagne à 800 km à l'heure, donc il ne reste plus grand-chose. Les plus grosses parties qui sont là, le train d'atterrissage, les roues qu'on voit, hein, et des morceaux de carlingue de quelques mètres carrés, mais sinon après, ce sont juste des petites pièces éparses sur toute la montagne. Et l'accès est assez difficile en plus. Et les corps dans tout ça, comment du coup on Alors retrouve les corps, on ne retrouve pas de corps dans leur entièreté. Ouais. Il n'y a pas de corps entier. En revanche, on retrouve des parties de corps, hein. Donc là, pour le coup, cette mission qui s'est établie et qui s'est déroulée sur pas très longtemps, on n'a pas si longtemps que ça. Pour nous, ça a duré une dizaine, quinzaine de jours. Après, un peu plus longtemps pour identifier les parties de corps grâce à l'ADN. Mais là, pour le coup, il y a environ 3000 parties de corps qui ont été ramassées sur le site. Comment ça se passe? Comment vous les retrouvez, ces parties du corps? Justement, donc les gens qui sont projetés en montagne et qui vont faire partie de cette équipe de relevage des corps, donc déjà vu la difficulté technique des lieux, on est attaché en binôme avec souvent des CRS de haute montagne ou des gendarmes, des pelotons de gendarmerie de haute montagne, et ils nous tiennent, ils nous assurent, et au bout d'un filin, et puis équipés, les casques et les tenues et les baudriers, on descend dans la pente avec des sacs pour ramasser toutes les parties de corps humaines qu'on trouve. Toutes ces parties arrivées un peu plus bas, on dépose les sacs qui ont été remplis dans des bâches sur des bannettes métalliques, tu sais, comme les sauveteurs en montagne ou des hélicoptères vont chercher les blessés. Ces bâches-là sont refermées de tous les sacs qui ont été ramassés, et par hélitreuillage, avec un hélicoptère, elles vont être déposées dans la vallée, sur un terrain, une prairie. Elles vont être prises dans des camions spécifiques et amenées dans un lieu qui avait été prêté par le Conseil général, un hangar dans lequel ils mettent tous leurs outils, tous leurs tracteurs et véhicules, qui avaient été déblayés, un peu comme ici, où on avait installé des chaînes d'autopsie. Et donc toutes ces bâches-là vont être ouverte, et par tous les spécialistes qui sont sur une chaîne d'autopsie en temps normal, le médecin légiste, des photographes, des biologistes, des dactylotechniciens, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des empreintes digitales, des odontologues aussi qui s'occupent des dents, eh bien, toutes ces parties de corps vont être tracées, on va leur attribuer un numéro et vont tenter d'être identifiées, quoi. Donc en fait, vous faites des petits groupes de numéros, puis ensuite vous devez les regrouper ou pas forcément? Alors, comme on ne connaît pas à qui appartiennent toutes ces parties de corps quand elles arrivent ici, quoi, tous ces numéros sont tracés en un numéro. On va rechercher les ADN dans chacune de ces parties de corps, et au final, quelques jours après bien sûr, toutes les parties de corps qui vont présenter le même ADN seront regroupées pour être rendues aux familles, quoi. Attends, c'est dingue. Ça veut dire quoi? Vous trouvez parfois genre juste une main, un doigt? C'est ça, c'est exactement ça. Un doigt, un morceau de peau, un morceau de cuisse, un pied, une main, voilà, quoi. Et sur les parties de corps qui peuvent être identifiées plus facilement, parce que l'ADN est un moyen primaire d'identification formelle d'une personne évidemment, mais sur une main, on peut retrouver les empreintes digitales par exemple, ou l'odontologie, on peut avoir un diagramme dentaire, des travaux qui ont été faits sur une mâchoire, et avec ça, en se rapprochant des éventuels chirurgiens dentistes, des gens qui voyageaient dans l'avion, puisque finalement c'est assez simple à faire, on a ce qu'on appelle une liste fermée pour les passagers d'un avion, puisqu'on connaît le nom des passagers qui voyagent, ainsi que le nom du personnel navigant. Et donc on n'a plus qu'à se rapprocher des familles qui vont nous communiquer toutes les informations médicales des personnes disparues, leurs dentistes, etc., quoi. Et en comparant les travaux qui ont été faits, s'ils ont été faits par des dentistes, avec les travaux que les dentistes constatent sur place, on peut faire les rapprochements. Ça ressemble à quoi quand tu arrives là-bas sur un endroit, il y a des débris partout par terre, c'est visuel, tu vois plein de bouts de cadavres, ou au contraire, en fait, tout est sous la neige et non, rien. Alors il n'y a pas de neige. Quand on arrive là-bas, ce sont des ravins qui sont en terre, en calcite, c'est tout gris, c'est très friable. C'est comme si on marchait un peu sur des tas de gravier, tu sais. Au descendant, c'est une pente à 30%, donc très très difficile.
tranquille, avec une végétation rase mais assez agressive quand même, des petits buissons. Donc on est équipé avec des chaussures adaptées, des crampons sous les chaussures pour se tenir comme en montagne. Donc je te dis, équipé, les gants, les masques, les casques, lunettes, etc. Et on progresse là-dedans pour pas se couper, parce que il y a aussi le danger et puis le risque de pouvoir se couper à travers ces lames de rasoir. La carlingue est devenue une multitude de lames de rasoir, si tu veux. Et là-dedans, il faut qu'on essaye de voir, de rechercher ce qui pourrait être une partie de corps. Mais souvent, on ne peut pas les identifier comme ça. Il faut un peu d'expérience, puisque en fait, c'est des parties de corps qui sont roulées dans la terre et dans la poussière ou dans la boue quand il y a des zones plus humides et plus molles. Donc, on va retrouver des parties de corps complètement mélangées avec encore quelques morceaux de tissu ou des fils électriques de l'appareil. Il y a un autre élément dont tu parles un peu dans ton livre, je crois que c'est les attentats de Paris le 13 novembre. C'est sans doute l'une des nuits les plus sombres de l'histoire récente de la France, plusieurs attaques coordonnées, des dizaines de morts, des scènes de chaos un peu partout. Toi, tu réagis comment quand on t'appelle pour une... Alors justement, pour la petite histoire, avec mes 7 collègues avec lesquels j'étais à la Germanwings au mois de mars, nous nous trouvons au Stade de France ce soir-là, puisque nous sommes invités par la Lufthansa, qui est la maison mère de la Germanwings, dont le crash d'avion a été provoqué, et la Lufthansa a invité plusieurs centaines de personnes de la mairie de Seine-les-Alpes, des associations qui ont aidé les familles, des secours en montagne et des policiers et des gendarmes qui ont participé aux identifications des corps. Ils ont invité tout ce monde-là, d'abord à un cocktail dînatoire chez Luc Besson à la Cité du Cinéma, et après, tout le monde a été transféré en car jusqu'au Stade de France pour le match amical France-Allemagne. Donc nous sommes dans nos tribunes, maquillés bleu, blanc, rouge, avec nos petits drapeaux, et jusqu'à 21h16 ou 17 là, jusqu'aux premières explosions, puisque les premières explosions qui ont eu lieu cette nuit du 13 novembre à Paris commencent au stade. Pour ceux qui se rappellent plus très bien ou qui n'ont pas forcément la référence, qu'est-ce qui s'est passé en fait ce soir-là concrètement? Alors ce soir-là, c'est une attaque coordonnée, comme tu disais, donc de terroristes kamikazes en fait, qui vont attaquer plusieurs lieux festifs, c'est-à-dire le Stade de France. Ils étaient 3 autour à vouloir, ils n'ont pas pu heureusement pénétrer à l'intérieur du stade, mais ils ont déjà essayé quand même de le faire. Ils vont déclencher leur ceinture d'explosifs, ils sont des ceintures d'explosifs avec des écrous, et ils vont déclencher leur ceinture autour du Stade de France. Il va y avoir une seule victime, heureusement. Eux 3 sont morts, bien sûr, mais une seule victime en plus. Et dans Paris, il y a aussi des équipes de kamikazes qui s'introduisent au Bataclan lors d'un spectacle de rock, de métal, et d'autres qui vont attaquer des terrasses aussi, où les gens sont en extérieur en train de consommer, quoi. Il va y avoir en tout 6 lieux majeurs d'attaque dans Paris en même temps. Et donc toi, t'es au Stade de France après, enfin, t'es en train de... Ouais, on est au Stade de France. Quand les premières explosions retentissent, bon, moi je vais descendre dans les travées. Et là, je vais voir d'autres équipes de policiers qui rentrent avec des caméras, et une caméra comme une Betacam, tu sais, les grosses caméras en fait, qui sont d'habitude là pour surveiller dans les événements comme ça, les événements sportifs, prendre des images. Et je leur demande ce qui se passe. Et là, eux ont déjà l'information et ils me disent des kamikazes se font exploser partout dans Paris. Donc là, tout se ferme, toutes les grilles du stade se ferment autour. On va réussir, nous, à se faire extraire. On obtient quelques informations de l'extérieur par nos familles ou nos proches qui nous expliquent qu'à la télé, ils sont en train de regarder, de voir l'assaut au Bataclan, en fait, ce qui se passe au Bataclan, etc. On va se faire extraire, on va regagner notre service au 36 quai des Orfèvres. Et là, on va enchaîner toute la nuit pour composer des équipes pour se rendre sur les lieux. Comment ça se passe? Il y a un briefing en amont quand t'arrives comme ça? C'est quoi? Comment ils te... Alors, voilà, ouais, donc nous, on sort du Stade de France, les gens reviennent de chez eux, donc là, on les prend en compte et on va essayer, puisque là, c'est pas du tout forcément prévu. D'habitude, quand on compose des équipes, ils sont des permanences, on sait qui travaille avec qui, quels horaires ils vont faire, quel matériel ils vont avoir, etc. Tout ça, c'est des plannings qui sont prévus longtemps à l'avance. Mais là, non, évidemment. Donc, il faut agir tout de suite et s'adapter. Et donc là, on va prendre en compte les gens qui reviennent. On va donc les équiper, constituer des équipes, faire attention de mixer les plus anciens avec les plus jeunes pour que tout ça soit cohérent. Et on va envoyer ces équipes sur les différents lieux au fur et à mesure qu'on nous le demande, quoi. Avec des services enquêteurs, puisque, en fait, nous, on est la police technique et scientifique. C'est un service d'aide à l'enquête, service technique incontournable aujourd'hui, bien sûr, mais on intervient toujours avec un service enquêteur. Et là, c'est souvent la brigade criminelle parisienne.
t'as envoyé où par exemple? Je ne suis pas sorti, je ne suis pas allé ni au Bataclan ni sur les terrasses, je suis resté à l'état-major. Mon poste, j'ai travaillé à l'état-major et là je me suis occupé de constituer ces équipes et puis de les diriger. Et comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils voient les gens là-bas en arrivant? Comment ils arrivent ensuite à... Quand ils arrivent au Bataclan, pour nous, pour la police technique et scientifique, on intervient une fois que tout est sécurisé, que tout est terminé. Déjà, il faut attendre que l'assaut ait lieu. C'est la BRI qui va pénétrer dans le Bataclan, qui sera ensuite épaulée par le RAID, etc. Mais une fois que cet assaut sera terminé, que les auteurs seront neutralisés, donc là, tout redevient calme. Les victimes blessées et vivantes sont évacuées pour être soignées, transportées dans les hôpitaux. Et il ne reste sur les lieux que les morts, les personnes décédées, quoi. Et là, c'est à la brigade criminelle et à l'identité judiciaire d'intervenir, de sectoriser les lieux, parce qu'une salle de spectacle comme ça, c'est immense. Il y a les gradins, il y a la fosse devant, il y a les rues, les locaux techniques tout autour. Il y a des corps partout, 90 corps au Bataclan. Et donc là, il faut sectoriser pour rendre un petit peu une taille humaine aux scènes de crime. Et là, on va mettre sur chaque carré différentes équipes pour qu'ils procèdent à ce qu'ils savent faire, à ce pourquoi ils ont été entraînés, des photographies, le plan des lieux, le prélèvement biologique pour tenter d'identifier et d'abord les kamikazes et aussi des victimes décédées. Donc ça veut dire qu'il y avait 90 corps directement dans le bâtiment. Ouais. Il y en avait une soixantaine dans le bâtiment même et autour, après, dans les locaux techniques, dans les rues aussi, il y en avait un peu partout. Ils étaient plusieurs, les attaquants, c'était deux, trois? Oui, ils étaient trois. Ils étaient trois avec des kalachnikovs et des ceintures d'explosifs. Et donc, ils ont tué froidement, depuis la scène, les gens qui étaient dans la fosse, quoi. On t'a rapporté des horreurs ce soir-là ou des trucs? Mes collègues qui sont allés sur place, qui ont fait les films, les photos, évidemment, nous racontent après ce qui s'est passé. Et en plus, moi, j'ai été amené à écouter la bande-son du Bataclan. On nous a amené, quelques jours après, une bande-son du Bataclan qui avait été prise par un technicien du son. Et quand la fusillade s'est déclenchée, quand les auteurs sont entrés dans la salle, lui, il est parti, mais ça a continué à tourner, quoi. Et donc, il y a eu environ 2h30, je crois, de son enregistré. Donc, on a pu déterminer l'entrée des terroristes et tout ce qui s'est passé jusqu'à l'assaut final et jusqu'à leur neutralisation. T'entends quoi? Et donc, là, on entend tout. On entend les cris, les plaintes, les pleurs des victimes qui sont là, les paroles aussi des auteurs qui les menacent, qui les invectivent, qui en ont contre le président de la République actuelle, c'est François Hollande, en disant que c'est de la faute de la France et de notre président si tout ça se passe, parce qu'ils veulent défendre leurs frères du Moyen-Orient qui sont attaqués, etc. Donc ils ont toute cette rhétorique, en fait. On entend tout ça sur la bande-son, quoi. Et tout ça va être mis par un de mes collègues qui travaille à la section des traces technologiques, ce qu'on appelle, c'est la téléphonie, la vidéo et le son. Lui va écouter cette bande-son, il va remettre ça sur procès-verbal, puisque tout doit être écrit, et pour être joint à la procédure judiciaire faite par la brigade criminelle, parce qu'en droit français, toute la procédure est écrite. Et moi, il va me demander de repasser derrière lui pour écouter des passages qu'il n'aurait peut-être pas bien compris, etc. Et donc moi, je vais aller à sa suite écouter aussi cette bande-son pour voilà. Enfin, c'est lui qui a tout fait, quoi. Il avait très bien fait le travail, juste. Je t'ai pas demandé, mais sur le crash de l'avion aussi plus haut, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont choqué en voyant ça, ou au contraire t'es détaché de ça? Non, encore des éléments que tu trouves et Non, on n'est pas détaché, on est détaché de rien. Moi, ça va, j'étais en capacité psychologique d'absorber ça. C'était à la fin de ma carrière, presque, donc des morts, j'en ai vu quand même un paquet avant. Alors non, c'était la première fois que j'allais essayer de prélever des parties de corps en montagne, accrochées à un filin. Quand on intervient, nous, on est en ville, ça se passe dans la rue, ça se passe dans un appartement, dans une maison, mais pas dans ces circonstances-là. Donc ça, c'était quelque chose qui m'avait perturbé, entre guillemets, qui m'avait interloqué, c'est-à-dire cette difficulté physique de trouver des choses et d'aller les chercher, quoi, déjà. Ouais. On n'est pas habitué à ça. Après, un corps, c'est un corps, une partie de corps, c'est une partie de corps, ça on en avait déjà vu, et puis on n'est jamais seul, on n'est jamais isolé. Dans la montagne, il y avait des dizaines et des dizaines d'autres personnes qui étaient comme nous, qui cherchaient, qui ramassaient, et pareil, autour des tables d'autopsie, puisque une fois on était en montagne, après on avait plusieurs tâches, et plusieurs boulots, tous les jours ça changeait un peu, et donc on n'est jamais seul en fait, quoi. On fait partie d'une chaîne, et puis voilà, quoi. Tu disais que c'était vers la fin de ta carrière, est-ce qu'au début de ta carrière, il y a parfois des moments où tu t'es dit voilà, je m'attendais pas à voir ça, ou des trucs un peu choquants que tu aurais retrouvés ou... Alors, au début de ma carrière, j'ai commencé dans un commissariat en banlieue parisienne, donc on faisait des petits... Mais j'étais pas en police judiciaire encore, donc en fait, quand tu es en commissariat, tu fais le tout venant. Ouais. Tu sors, tu fais des trucs assez simples, malgré tout. On assistait à
des crimes aussi, mais on était dessaisis tout de suite. En fait, on s'en occupait pas. Donc c'était la police judiciaire ou de Paris ou de Nanterre qui venait et qui s'occupait des affaires les plus importantes. Mais en fait, ça commence toujours comme ça. C'est comme un peu dans tous les boulots, je pense, quoi. C'est-à-dire que on commence par des choses simples, faciles. On est encadré par les anciens. On fait ce qu'on doit faire, mais on ne te laisse jamais aller tout seul sur ce genre de catastrophe ou quoi que ce soit, quoi. Donc après, ce qui est arrivé dans l'année 2015, moi, ça faisait déjà plus de 30 ans que j'étais dans la police. Donc on n'a pas la même approche psychologique aussi que quelqu'un qui débute. Tu nous as parlé une fois d'un mort par overdose à Saint-Cloud. Ouais, alors à Saint-Cloud, c'est ça. C'est quand j'ai commencé, j'étais à Saint-Cloud, tu as raison. Et ça, c'est psychologiquement quelque chose qui m'a marqué, pas par la difficulté de l'affaire, mais par le côté choquant qu'on a trouvé quand on est arrivé. Je me rappelle très bien, c'était une très belle maison sur les coteaux de Saint-Cloud, là. Un jeune qui a une trentaine d'années. Et quand on arrive, le père est en train de descendre le perron avec son attaché-caisse. Il va monter dans sa voiture pour partir travailler. Et à peine il nous dit bonjour, et il tend juste le bras en disant « il est là-haut » et il s'en va. Comme si ça ne le concernait pas du tout. Il y avait juste sa mère de ce jeune homme qui était en pleurs et qui nous attendait à l'hôpital. Il va quand même travailler par Ouais, il s'en fout. On entre, on voit ça et c'est la mère qui nous explique tout, quoi. En fait, elle nous dit, oui, voilà, il est tombé dans des addictions, il se drogue, ça fait longtemps et ça fait plusieurs années maintenant et tout. Alors on lui demande quelle est la difficulté parce qu'il n'y a pas de difficulté autour de lui, financière par exemple, hein, tu vois. Et là, on apprend que lui, ce qu'il aurait aimé faire, c'est être jardinier dans la vie. Son père n'a jamais voulu parce qu'il n'y a pas de ça dans la famille. On ne fait pas jardinier dans cette famille-là. Il lui avait payé des études, il l'avait envoyé partout dans les grandes écoles et tout, mais lui, ça lui plaisait pas, il voulait être jardinier. Et donc, voilà comment ça s'est terminé, quoi. C'est incroyable. Et ça m'avait vraiment choqué. Encore à cette époque-là, bon, il y a 40 ans, mais qu'un jeune homme meurt parce qu'il n'arrive pas dans la vie à faire quelque chose, tout simplement parce que c'est pas dans le contexte social de sa famille, socio-culturel et tout, je trouve ça incroyable. Il n'y a pas eu de coupable finalement, c'est juste que lui, il met en overdose. Ouais, là, c'était lui, oui. C'est son addiction et de plus en plus forte qui avait mis fin à sa vie, quoi. En fait, voilà, il s'était laissé aller, il s'était laissé sombrer, et puis voilà, quoi. Et il habitait dans une petite chambre qui était tout en soupant, tout là-haut, dans les greniers, là-haut, quoi, qui s'était aménagé. C'était un petit taudis dans cette superbe maison, quoi. Et tout le monde le laissait là, en fait, je sais pas, il était plus ou moins caché, on voulait pas, hein, on s'en occupait pas, mais voilà, quoi. Ça marche comment quand, je sais pas, quand tu vas par overdose, en fait, c'est quoi? T'arrêtes de respirer? C'est quoi le déclencheur, en fait, de... C'est-à-dire que c'est la pureté de l'héroïne qui est injectée, en fait, qui est trop forte par rapport à ce que ton corps peut supporter, quoi, tu vois. Plus elle est coupée, plus c'est pas bon pour les reins, le foie, etc., qui vont filtrer tout un tas de merde qui coupe et qui mettent à l'intérieur. Mais en revanche, quand elle est ultra pure ou trop pure, en fait, eh bien, c'est vrai qu'au niveau cardiaque, en fait... Ok, c'est le cœur qui s'arrête, en fait. Ouais. Okay. Je crois que tu parles aussi du raid de Saint-Denis, 18 novembre 2015, ça, non? Suite au 13 novembre, effectivement, le 13 novembre, c'est un vendredi soir. À Saint-Denis, c'est l'assaut qui est donné par le raid, rue Corbillon à Saint-Denis, sur les 3 derniers terroristes qui restent, en fait. Okay. Le chef des attentats, un de ses collaborateurs, et sa cousine qui lui a trouvé cet hébergement là en fait sont réfugiés dans un appartement d'un immeuble complètement vétuste et le raid donne l'assaut. Ils sont équipés à l'intérieur de ceintures d'explosifs aussi. Donc, et lors de l'assaut final, puisqu'ils ne veulent pas se rendre, ils vont activer une ceinture d'explosifs, ce qui va souffler l'immeuble et faire tomber le dessus, les chambres en mezzanine qui sont juste au-dessus, sur eux, et eux vont tomber dans la pièce au-dessous. Donc on va se retrouver avec un millefeuille d'encombrants comme ça, de meubles, de gravats et les corps quelque part au milieu. Et du mercredi midi jusqu'au samedi midi, pendant 4 jours et 3 nuits, on va étayer l'immeuble et aller chercher dans ce millefeuille, dépioter tout feuille par feuille pour retrouver les corps et leurs armements, quoi. Et comment ça marche quand c'est comme ça? Comment vous sortez les déleries? Il y a combien de personnes? C'est quoi un peu? Ah ben là, il y avait 3 personnes, on était certains qu'il y avait au moins 3 personnes là-dedans. Eh bien, il faut faire venir des bennes à gravats dans la rue, par-dessus tout ce millefeuille. On avait fait comme un plongeoir de piscine, tu sais, pour pouvoir avancer et puis commencer à gratouiller par le haut. Et tout ce qui n'était pas intéressant, un matelas, une porte d'armoire, etc., il y avait la fenêtre en face qui était ouverte, et on balançait ça tombait 3 étages plus bas dans la benne à gravats, quoi. C'est quoi ce que vous gardez, ce que vous considérez comme étant intéressant? Tout ce qu'on retrouve comme des armements, de l'informatique, et tout ce qui est les fils électriques, par exemple, les ceintures d'explosifs, les résidus de ceintures explosives,
qui vont être analysés par les laboratoires pour connaître la constitution de l'explosif, etc. Et puis bien sûr, toutes les parties de corps aussi qu'on va retrouver. Là, on a retrouvé des corps entiers, ou alors presque coupés en deux, puisque quand une ceinture d'explosifs qui est mise autour du ventre explose, les 3/4 du temps, ça découpe les personnes en deux, quoi. Ouais. C'est tout ce qu'a fait ça, de pas exploser complètement les personnes. Ça dépend comment, parce que comme ce sont des engins improvisés, c'est pas des engins qui sont fabriqués dans une usine avec un protocole et puis un grammage très précis. Donc c'est fait un peu à l'arrache, quoi, si j'allais dire. Ouais. Et quand ça explose, ça peut t'arracher la tête, ça peut arracher un bras, ça peut couper en deux. On avait toute la gamme le soir du 13 novembre. Par exemple, le soir du 13 novembre, à un bar qui s'appelle le Comptoir Voltaire, boulevard Voltaire, il y a une vingtaine de personnes qui sont dans ce restaurant en train de manger et de boire à l'intérieur. Un des terroristes entre, comme ça, il s'arrête devant une table et il se met à prier, visiblement, parce que tout ça on le sait, puisqu'il y a une caméra dans le bar qui enregistre toute la scène, et il déclenche, avec un bouton pressoir, là, comme ça, il déclenche sa ceinture explose. Il y a des blessés, il n'y a aucun mort autour de lui, mais lui, il tombe, il est mort, et une personne va passer, voyant de l'extérieur la chose, c'est un secouriste, un infirmier, je crois même secouriste, il va rentrer, il va essayer de lui faire un massage cardiaque pour essayer de le ranimer, vu que c'est la seule personne qui est morte là. Sauf que la ceinture d'explosifs, souvent, elles sont en deux parties. Il y a une partie devant et une partie derrière. Okay. Et là, c'est la partie derrière qui a explosé, qui lui a décollé tout le dos. En fait, on voit tout son rachis, ses côtes et tout depuis derrière, là, tu vois. Et donc, toute la plaque de la peau est décollée. Ça l'a tué, mais devant, la partie n'a pas explosé. Et donc, l'autre personne qui faisait le massage cardiaque a eu de la chance, parce que s'il avait appuyé, il aurait pu déclencher la partie cardiaque. C'est ça. Puisque le TATP et les substances utilisées sont très fragiles et très instables, et peuvent péter n'importe quand. C'est dingue, oui, il a failli... Ah ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, il l'a jamais su, puisqu'il a vu qu'il n'arrivait pas à le ranimer, donc il est parti. Ouais. Mais il a échappé à une mort certaine, c'est sûr. Le gars, quand il se fait exploser, est-ce qu'il meurt sur le coup? Est-ce que... Ah oui, oui, parce que, si tu veux, quand une ceinture explose... Une ceinture, c'est une ceinture qui est constituée d'une gélatine, c'est comme une gélatine, voilà, c'est le TATP. Et il y a d'abord sur une couche de scotch, ils mettent des écrous de boulons, des écrous, les uns à côté des autres, ça fait comme un nid d'abeilles, en fait. Okay. Voilà. Et quand le TATP va péter, normalement, le but c'est que les écrous volent et tuent le maximum de personnes autour. Okay, ouais. Sauf que là, c'est lui qui les a pris à l'intérieur. Lors des autopsies, on a vu qu'ils étaient, comme ceux de Saint-Denis, ils étaient polycriblés de leurs propres écrous, en fait, quoi. Puisque c'est comme s'ils recevaient des dizaines de projectiles en même temps à l'intérieur du corps. Quand il entre dans ce bar, là, les gens ils le voient arriver, est-ce qu'il... Rien du tout, parce qu'il se passe rien autour d'eux, ils n'ont pas entendu, ils sont pas au courant de ce qui se passe autour, et c'est quelqu'un qui rentre et qui se plante comme ça devant une table. Alors on voit que les gens autour sont un peu étonnés de voir quelqu'un qui reste planté à côté d'eux, mais ça dure quelques dizaines de secondes. Et après, ça passe. Ces gens-là, ils ont survécu quand même. Il n'y a pas eu de mort à Comptoir Voltaire. Il y a eu d'autres éléments sur les terrasses comme ça Ah oui, il y a eu des morts, beaucoup de morts, parce que en fait, la nuit du 13 novembre, à Paris, il y a 130 morts cette nuit-là. Donc 90 au Bataclan, un seul au Stade de France, comme je te le disais, il y a une seule victime au Stade de France, et le reste, eh bien, c'est sur les terrasses à Paris, quoi. Et comment ça se passe les autres Quand ils ont eu déposé une équipe qui se sont assurés qu'elle prenait en compte le Bataclan, eux sont partis en voiture, et ils se sont arrêtés comme ça, au hasard, sur des terrasses, et ils ont arrosé, en fait, à la Kalachnikov, des gens qui étaient sur les trottoirs, quoi. Quand tu faisais des recherches sur le raid de Saint-Denis, le 19 novembre, t'as fini par retrouver tous les éléments, ou on pense à des trucs qu'on n'a pas retrouvés? On a retrouvé l'entièreté des corps, etc., les ceintures d'explosifs, enfin, ce qui va rester, mais on sait comment ils ont utilisé. On a retrouvé un pistolet automatique qu'ils avaient. Donc, non, on a tout retrouvé ce qu'il fallait. Ça a été long, mais ça pose pas de problème technique particulier. On parlait de catastrophe tout à l'heure, tu parlais du tsunami en Thaïlande en 2004. C'est combien de morts? Comment tu fais ensuite pour identifier ça? Qu'est-ce qui se passe quand Alors là, le tsunami, c'est autre chose. C'est aussi une affaire qui se passe à l'international. C'est-à-dire que le tsunami en 2004, c'est une vague géante d'environ 30 mètres qui arrive sur les côtes du sud-est asiatique, donc de toute la Malaisie, là, l'Indonésie et puis la Thaïlande. Pour la Thaïlande,
c'est là où ça pose le plus des problèmes aux Européens, puisque c'est là où on a, pendant les vacances de Noël, le plus de vacanciers qui sont partis là-bas. Des Français, des Anglais, des Allemands, des Suédois. Et ils sont majoritairement sur les côtes thaïlandaises, vers Phuket, et au nord de Phuket. Et là, effectivement, la vague est arrivée alors que tout le monde est en maillot de bain ou sur les plages ou en train de prendre le petit déjeuner le matin très tôt. Et donc on a 230 000 morts sur toutes les côtes du sud-est asiatique, mais 5 000 en Thaïlande où nous, on va concentrer nos recherches et nos identifications. Chaque pays en capacité de le faire va envoyer des équipes techniques, des précurseurs pour aller voir un peu ce qui se passe, donc les Français, les Anglais, etc., avec un peu de matériel technique. Et cette mission va s'engager et va se poursuivre sur toute l'année. Le tsunami se passe le 26 décembre 2004, mais toute la mission après l'identification va se poursuivre sur l'année 2025 jusqu'à peu près à fin septembre, octobre, pour identifier à environ 5000 corps. Donc, et là, tout le monde travaille pour tout le monde, puisque dans les corps, on ne sait pas à qui on a affaire. Tu vois quoi quand t'arrives là-bas? Alors moi, j'essaie d'aller plus tard. Je suis allé en juillet. Cette cellule dont on parlait tout au début d'identification des victimes de catastrophes est composée en partie de policiers et de gendarmes, je te disais. Et on va prendre les gens dont on a besoin, qui ont des capacités techniques en police technique et scientifique, et on va faire deux groupes. Un groupe qu'on va appeler le groupe anté-mortem et qui va se trouver en contact avec les familles, et le groupe post-mortem qui, lui, va aller sur les lieux de la catastrophe. Donc, le groupe anté-mortem va être en contact avec les familles françaises qui ont à déplorer des disparus. On va leur demander tout ce qui concerne leurs proches. Ils vont nous envoyer des photos, nous donner leur ADN pour qu'on puisse comparer l'ADN des corps là-bas avec les leurs, etc. Les dentistes qui vont nous envoyer des panoramiques dentaires. Et de l'autre côté, le groupe post-mortem qui se déplace sur les lieux de la catastrophe, qui va être chargé de faire le relevage des corps et les autopsies. Et là-bas, eux vont se constituer, alors qu'ils ne connaissent pas à qui ils ont affaire, ils savent juste que c'est un enfant, une femme, un homme. Et là, ils vont constituer une banque d'empreintes digitales, une banque de noms, une banque d'ADN pour tout le monde. Et chaque pays qui va remplir les dossiers adaptés pour ces disparus, nous, les Français, le groupe anté-mortem envoyait les dossiers de l'autre côté. Et avec un logiciel adapté, on faisait les identifications. Comment on retrouve des cadavres pendant toute la nuit comme ça? Est-ce que Alors, ils sont au début, découpés? Est-ce qu'au contraire ils sont là? non, les corps sont entiers là. Ah. Les corps sont entiers. Souvent, on pense qu'ils meurent noyés, quelques-uns, mais souvent aussi ils sont morts assommés ou parce qu'ils sont projetés par la puissance de la vague contre des éléments, des murs de maison, des voitures, des arbres qui sont là. Ils ont des fractures ou des choses comme ça. La plupart ils sont morts comme ça. Oui, la plupart sont morts un peu assommés et noyés aussi, quoi, en fait. Voilà, quoi. Et les corps se dégradent très vite, puisque déjà il fait très chaud là-bas, c'est l'été. Nous, on est en décembre, mais là-bas c'est plein été. Il y a de fortes chaleurs et des corps qui sont immergés comme ça un certain temps dans l'eau. Et avec le soleil et la chaleur, la température, donc des corps se dégradent, commencent à gonfler, changent de couleur, ce qui fait qu'au bout de quelques temps, tu sais plus très bien, tu vois plus la différence. Donc les Thaïlandais vont prendre en charge au début une certaine manière de faire, en mettant de la glace carbonique sur les corps pour réfrigérer un petit peu, pour pas qu'ils se dégradent trop vite. Après, il va y avoir des containers réfrigérés qui vont être envoyés pour stocker tous ces corps, le temps qu'ils soient conservés, le temps de faire les autopsies. Et toi, quand t'arrives, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, quand j'y vais là-bas, j'y vais parce que c'était pour suivre tous les dossiers qui avaient été ouverts côté français, pour les Français. Et donc là-bas, il y a une équipe de Français, de policiers et de gendarmes français, qui sont dirigés par des gendarmes là-bas. Et toutes les 3 semaines, ça tourne, il y a des nouvelles équipes qui arrivent. Et moi, quand j'y vais c'est plus tard au mois de juillet, quasiment toutes les autopsies sont déjà faites et il ne reste plus qu'à identifier par rapport aux empreintes digitales ou à l'ADN les corps qui restent là-bas, quoi. Donc en fait, il y a un énorme centre où il y a plus de 30 nationalités de police différentes qui travaillent, tout le monde travaille pour tout le monde. Et chaque spécialiste vient de son pays en amenant son savoir-faire sur les empreintes, sur l'ADN ou autre. Donc ce fut malheureusement, bien sûr, parce que c'est dramatique, mais professionnellement, et ça a été des périodes très très enrichissantes pour nous, pour ce métier-là, quoi, pour faire
pour faire avancer suite à des échanges qu'on avait avec les autres. Ça nous a permis aussi de développer des techniques nouvelles. C'est genre quoi les techniques nouvelles que tu peux Des techniques d'intervention, des protocoles d'intervention. Hein. Il y a des choses qu'on doit faire dans l'ordre en fait. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Hein. Et pour les praticiens qui étaient sur ces chaînes d'autopsie, par exemple en Thaïlande, donc ça leur a permis de voir lorsqu'ils faisaient les opérations des corps, les autopsies des corps, de constater différentes techniques d'intervention de leurs collègues. Par exemple, quand un doigt est dégradé, quand une main est dégradée, qu'elle a trempé dans l'eau longtemps et tout l'épiderme, la première peau là, va se décoller comme un gant en fait, tu vois, comme le doigt d'un gant. Et donc des fois il faut attendre que la peau se décolle pour pouvoir relever les empreintes, etc. Alors les Canadiens disaient bah non mais pas du tout, nous si on devait attendre que la peau se décolle, elle se décolle jamais au Canada avec donc nous on fait bouillir les doigts. Alors eux ils font bouillir avec des techniques particulières de manière à pouvoir décoller la peau, voilà, tu vois. Donc tout ça c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure, ça fait partie des échanges. Gilles, merci beaucoup. Merci à toi. Merci infiniment. T'as écrit un livre également, on en a parlé un peu rapidement, peut-être tu veux me réexpliquer un peu vite fait de qu'est-ce qui parle, ou est-ce qu'on peut le retrouver peut-être? Alors on le retrouve partout, on le retrouve dans toutes les librairies, les FNAC, sur les sites internet, partout où on peut le commander. Parmi les morts. Parmi les morts, ça s'appelle, et c'est aux éditions Mareuil. Et ça traite un peu de l'identification des victimes de catastrophes et des grandes affaires qu'on a connues, enfin moi auxquelles j'ai participé du moins, le tsunami en Thaïlande, les crashs d'avions de la Germanwings ou les attentats parisiens, donc voilà, tout ce processus d'identification. Et puis voilà, pour amener les gens un petit peu dans les coulisses de ces affaires et leur expliquer comment ça se passe d'un point de vue d'un technicien et d'un homme de terrain, voilà, quand on découvre ces scènes un peu hors normes. Incroyable, incroyable. Gilles, merci infiniment. Merci beaucoup. Je vous rappelle évidemment que si vous aussi vous voulez passer dans StoryCube, vous avez un mail qui s'affiche juste ici. Et n'hésitez pas à envoyer un petit récap de votre histoire si vous avez vécu quelque chose ou de votre témoignage. Et pour les autres, je vous mets 2 épisodes juste ici si vous voulez continuer à passer la soirée avec nous. Et n'hésitez pas, à nous dire si vous avez bien aimé cet épisode, si vous en voulez un autre peut-être. C'était Noah. Bye.